Peut-on réellement construire une villa avec 20 millions de francs CFA? Germaine, une architecte au Cameroun, va se lancer dans cette entreprise. On va dans cette vidéo voir sa réalisation de cette fameuse villa à 20 millions de francs CFA. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous serez quelque peu surpris par le résultat. Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une petite villa, une villa économique, une villa très soft, des budgets et aussi avec des matériaux innovants, des matériaux locaux que nous avons réalisés sur 144 mètres carrés dans les périphéries de la ville de Yaoundé, 400 mètres carrés. Nous avons utilisé à bon escient aussi bien au niveau de l'implantation, aussi bien au niveau des commodités, aussi bien au niveau de tout ce qu'il y a comme ventilation, aération naturelle et vous verrez, si vous restez scotché sur la vidéo, que tout a été vraiment pensé pour être optimisé. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir à quel point on va essayer de voir, on va découvrir ensemble. J'ai essayé de voir quelques points, parce que beaucoup de gens m'ont dit oui, il faut analyser cette vidéo. Bon, on va découvrir ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment construire une villa duplex économique, écologique avec 20 millions de francs CFA? Et vous aurez mon avis jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, nous voici donc sur la villa Inside the Box. Donc ça, c'est les plans. Hein, j'imagine ça, c'est les plans 3D. À Yaoundé, précisément. Okay, c'est les plans intérieurs. Ok. Voilà, on a à peu près la 3D. Vous savez, ici, je vais éviter d'être dans le voilà ce que moi je fais, voilà ce que non. Je suis pas dans cette thématique-là. C'est une confrère qui a fait du bon boulot, j'espère. Donc, on va juste analyser les points et pour vous donner mon avis et mon opinion franche sur le fait de construire avec 20 millions. Globalement, de l'intérieur. Ici, nous sommes sur le chantier. Au début, bien sûr, il n'y a rien sur le terrain. Là, on fait de la visite de reconnaissance avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client. Je vais voir une parcelle de 400 mètres carrés. Voilà. Bien à la broussaille. Nous étions voilà, dans un espace. 20 millions, ça fait à peu près 30 700 euros. 30 000 quelque chose. Okay. Avec un... Donc, disons 30 000 euros. 30 000 euros, c'est rien. Puis déjà creusé par... Vous savez, en euros, ça me parle plus que quand on parle en CFA. On a fait le nettoyage du site, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà l'implantation. Le terrain n'était pas d'équerre, bien sûr. Comme la plupart des terrains, on a implanté la maison. Voilà. C'était, je pense, au mois de juillet 2022. Voilà. Les fouilles ont commencé, mais avec une erreur au niveau... Vous savez, quand je vois ces images-là, parce que c'est un projet que je vous ai déjà toujours annoncé depuis le début sur la chaîne, mais que je veux vraiment mettre en place. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre en place le fait de filmer avec de la belle image, les chantiers, comment ça avance et tout, et vous expliquer, vous commenter. Il y aura plusieurs formats qui vont venir très bientôt. Je vous réserve de grandes pépites à partir du mois d'août. À partir du mois d'août, il y aura vraiment du format incroyable. Incroyable. Parce que là, je suis en train de traverser une période assez chargée en projets, en trucs. Et ne vous inquiétez pas. Vraiment du contenu très, très prometteur arrive. Au de l'implantation, vous voyez, on est venu mettre une fouille juste à fleur du puits. On a modifié ça par la suite, comme vous allez constater. Les gars étaient très, très engagés dans les fouilles. Ce sont les gars du quartier qui sont venus se proposer. On a réalisé les... Ah ouais? Des gars du quartier venir se proposer sur les fouilles. Ok, c'est intéressant. Ça me fait penser à des chantiers participatifs. Vous savez, souvent les chantiers qu'on fait en terre crue, vu que ça attire de la curiosité, souvent les gens, là je parle dans un contexte en France, ça attire les gens de l'extérieur pour venir travailler dans des chantiers participatifs parce qu'ils veulent toucher la matière. C'est très intéressant. De fondation, en papier bourré bien sûr. Le chantier avait déjà commencé, c'était assez enjoué. Les équipes étaient vraiment engagées. En moins d'une semaine, on avait monté tout ça. Bien sûr, on n'a pas fait la confection des parpaings sur site. Les agglomérés de ciment ont été achetés. Voilà. Le chantier était lancé. On avait eu la chance d'avoir un voisin en face qui avait libéré de l'espace arrière chez lui pour le magasin. Donc, on n'avait pas de souci de stockage de nos matériels. Là, par exemple, le terrain, il n'est pas totalement plat. Et donc, eux, ce qu'ils font... Bon, là, je trouve qu'ils n'ont pas nivelé le terrain. Normalement, l'une des choses à faire, ce serait vraiment de faire le nivellement du terrain. C'est-à-dire que mettre le terrain à plat pour pouvoir construire. Mais là, pour le coup, vu qu'ils sont en train de faire une sorte de construction avec un sous-bassement, donc j'imagine qu'il y aura un vide d'air en dessous. Parce que là, vous voyez là, il y aura des vides en dessous. Donc la dalle sera au-dessus de la fondation. Donc je pense que c'est pour ça. Donc en fait, vu que la maison, elle, ça sera la partie nivelée.
Généralement, quand on nivelle, ça veut dire qu'on veut vraiment construire à fleur, hein, et qu'on veut faire l'espace paysager et tout. Mais là, je pense que vu que c'est encore au début, c'est encore... Les effets personnels des ils vont le ouvriers. faire après. Nous avons réalisé les longrines. Ils vont le faire après, ouais. À ce stade-ci, le maître d'ouvrage était déjà content parce qu'il pouvait déjà visualiser les différentes parties de sa maison. Il est venu avec madame, ça s'est très bien passé, il était content. Et ça les a motivés à financer pour la suite. Voilà, là on était déjà, voilà. Par contre, moi je travaille pas comme ça, hein. C'est pas parce que on va faire des fondations que tu seras motivé à être financé, non. Je suis vraiment dans une autre logique normale, vu la catégorie dans laquelle je me positionne, mais aussi c'est parce que tu sais, quand tu vas, tout est déjà planifié. De A à Z, tout est déjà planifié. Et il y a toujours des contretemps, oui, bien entendu, mais on essaie de toujours planifier tout avec un planning d'exécution, sachant qu'on va finir les travaux dans tant de mois. Vous savez à peu près l'efficacité, quand ces travaux-là, et à quelle période vous aurez tel niveau, à quelle période vous aurez tel niveau. On avait fini les soubassements, on a commencé à élever les murs du rez-de-chaussée. Voilà. Et il y a eu des modifications, bien sûr, parce qu'à un moment donné, le maître d'ouvrage a changé d'avis sur les plans. Heureusement que nous étions... Oui, encore une fois de plus, le fait de travailler de cette façon-là avec les maîtres d'ouvrage. Donc les maîtres d'ouvrage, c'est le client. Justement, quand on dit maître d'ouvrage, c'est-à-dire que moi, si je suis maître d'ouvrage de quelque chose, c'est moi qui serai le client. C'est-à-dire que moi, je veux construire ma maison, bah, je veux consulter monsieur l'architecte. Donc moi, le client, c'est moi le maître d'ouvrage. C'est comme ça. Et l'architecte, lui, c'est lui le maître d'œuvre. C'est un peu les termes, ce genre de termes-là qu'il faut savoir. En fait, là, le problème, c'est que le maître d'ouvrage, vu qu'il est tout le temps là en venant, je sais même pas, c'est bizarre, ils ont présenté des plans 3D au début. Ce qui veut dire qu'il y a déjà des plans. Il y avait déjà des plans. Mais normalement, quand on commence la construction, on vient plus changer n'importe comment. Et parce que là, ça a un incident sur la structure du bâtiment quand on change inutilement. À moins qu'on change une cloison vite fait, mais ça encore, ça reste d'autres là. Mais on peut changer les cloisons intérieures sans pour autant que ça bouge la structure, mais pas les éléments structurels. Dès lors qu'on place déjà des poteaux et le reste. Nous étions dans un schéma type rez-de-chaussée, il n'y avait pas de charge au-dessus, donc on a pu modifier le positionnement des longrines. Voilà. Là, on était déjà en train de faire les planchers hauts, particulièrement la distribution des poutres en madrier. Voilà. Je précise que nous sommes dans un schéma c'est un plancher bois, ça. de dalles mixtes, dalles composites, avec ok, d'accord. du béton et du bois. Avec un... Du béton, du bois. Est-ce que ça fait bon ménage? Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que le bois, ça pourrit. Surtout dans ces zones-là, vu qu'on est en Afrique centrale, c'est très facile que le bois pourrisse dans le béton. Et là, pour le coup, parce que je le dis parce que je fais on travaille beaucoup dans la réparation des bâtiments anciens haussmanniens. Ici, quand tu vois des bâtiments anciens haussmanniens, c'était souvent construit. Il y a des constructions où vous allez remarquer, c'est vraiment des constructions où on voit carrément le bois dans le béton. Hein. Oui, donc ce genre de construction-là, ça dépend du bois, mais généralement, le bois, il pourrit. Léger treillis de fer à béton, disposé de façon judicieuse. Voilà, le bâtiment avait déjà de la gueule. On a avancé, disons lentement, mais sûrement. Voilà. Le terrain était très pentu. J'ai oublié de dire ça au début. Le terrain était très pentu, donc il a fallu, pour avoir une plateforme au rez-de-chaussée, sortir le bâtiment de terre. Donc c'était assez intéressant. C'est ce qui donne à ce bâtiment particulièrement... Ah, ça c'est moi. Particulièrement l'impression qu'il est sur deux niveaux, alors qu'en fait c'est un plein pied avec juste une partie chambre parentale qui est à l'étage. Là, c'est la charpente qui avait commencé, une charpente très simple, faite de chevrons, voilà, et de panne. On n'a pas fait de ferme. Le bâtiment, voilà, il se présentait comme ça à la fin de la mise en place de l'étage. On a fini de faire les... de faire la charpente. On a commencé avec les tôles de rive. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour vous faire des images? Oh. Si le serpent mordait quelqu'un là-bas, là, pendant qu'on filmait, c'est assez drôle ça. Là, moi, je pense que ça aurait été préférable de vider un peu la zone quand même, parce que là, elle a parlé de serpents et tout, ça rentre en compte dans la sécurité un peu des employés. Ça aurait été bien de vider un peu la zone, de débroussailler, de mettre une clôture pour sécuriser un peu l'espace, pour finalement pouvoir construire à cet endroit-là. Voilà, le bâtiment se présentait comme ça. On a fait les tôles de rive.
Si je le dis, c'est parce que quand tu construis, en fait, il faut le voir un peu comme si tu étais dans ton bureau et que tu avais un bureau sale. Tu veux quand même avoir un bureau propre quand tu construis. Ce qui veut dire qu'il faut nettoyer tout ce qui n'est pas vraiment adéquat pour être à l'endroit précis. Ça s'appelle juste avoir un chantier propre, beaucoup plus visible, c'est tout. Avec la préparation aussi des tôles lisses pour... voilà. Le plombier est passé une première fois pour mettre les attentes. Bien sûr, plombier, électricien, ils sont passés une première fois pour mettre déjà des attentes de gain. Voilà. On a eu la visite de la communauté à un moment donné parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés à faire sortir le permis. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais revenir en arrière pour vous parler d'un truc. Déjà des attentes de foi. Alors, attendez, ça. Le problème avec ce système-là, voilà, là, c'est que quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des tuyaux, on fait des saignées dans les murs, le fait de faire ça, ça fait que s'il y a un problème électrique, peu importe le problème qu'il y aura, il va falloir venir recasser le mur, refaire le truc. Et l'autre là, c'est vraiment très contraignant. Et c'est pourquoi il faut toujours trouver dans les parties où passent les fils électriques, il faut souvent trouver des solutions de double mur, de petites poches de mur, un peu comme des cloisons, mais des mini plaques, pour faire passer tout le câblage. Et les endroits sont trop de la maison, où on sait que là, il y aura vraiment un grand câblage qui va passer d'électricité. On le sécurise de cette façon-là, plutôt que de venir casser. Ils sont passés une première fois pour mettre déjà des attentes de gain. Voilà. On a eu la visite de la communauté à un moment donné, parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés à faire sortir le permis. Mais voilà. Là, le maître d'ouvrage avait quelqu'un qui pouvait rapidement faire confectionner un château en ouvrage métallique. C'est ce qu'on a privilégié par souci de célérité. Okay. On ne voulait pas se lancer dans la construction du château. Donc il a fallu renforcer le puits qu'ils avaient fait de façon basique. Il a fallu qu'on mette des buses à l'intérieur afin de garantir une certaine stabilité. Je précise aussi qu'on a creusé plus, on est allé plus en profondeur dans le puits, étant donné qu'on allait mettre une pompe, voilà, pour alimenter le château. Il fallait qu'on ait vraiment une nappe assez conséquente. Donc on a fait des aménagements sur le puits qui existait déjà là, du puits. Le puisatier qui entre là, ces gars. Il y a toute une anecdote sur ce puisatier. Bon, on en parlera dans une autre vidéo sûrement. Voilà à peu près à quoi ressemblait le château lorsqu'il a été monté. Bon, avant qu'on ne commence la finition, le maître d'ouvrage s'est plaint de quelques vols au niveau du chantier. Donc on a rapidement monté la clôture. Il y avait aussi le souci de sécurité par rapport aux animaux, les serpents et tout. Ouais, je pense que c'est une chose qui est quand même primordiale à faire, la confection de la clôture. Le mur de clôture. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'après, là, il y a deux écoles. Il y a des gens qui font en mur de clôture, ils font des clôtures en tôle provisoire pour sécuriser le chantier. Il y a d'autres qui construisent directement le mur pour finir. Et vu que moi, je suis dans une réflexion où même le mur de clôture, je le dessine. C'est-à-dire que le mur de clôture, je fais des schémas très élégants, très beaux, des choses où ça reflète vraiment l'architecture du bâtiment. On sécurise d'abord en tôle. Et ensuite, le mur de clôture, on va venir le concevoir à la fin parce que ça suit aussi une certaine réglementation et une certaine architecture différente. Là, c'était la fondation. Voilà, on a fondé. On a élevé rapidement les agglomérés. On a confectionné de façon très sommaire le portail. Je précise ici que nous sommes dans une villa à budget très très limité. Je vous donnerai à la fin le montant. D'accord. Global qui a été dépensé, mais c'est vraiment pratiquement la moitié de ce qu'on aurait dépensé si on n'avait pas employé toute cette technique d'écologie et d'économie. Voilà. Parce que Par contre, depuis tout à l'heure, elle parle d'écologie, je ne vois pas trop le mouvement écologique sur ce projet. Le projet, clairement, s'inscrit dans une logique vraiment très, très économique. Ça j'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup. C'est mon cher Abiy. Je suis en train de réaliser un projet actuellement au Bénin. Je vais vous montrer très prochainement. Vous allez voir. Ici, nous avons... Ça j'aime beaucoup. Voilà, des éléments de déco. On a mis tout ce qui est ouverture. Le carreau, Madame Germaine. Il faut éviter tout ce qui est carreau, Madame Germaine. Franchement, les carreaux, ça salit un peu trop l'Afrique. Il faut éviter ça, ces carreaux-là. C'est pas propre, c'est pas élégant, les carreaux. Surtout pas ces carreaux-là qui glissent. Ça, c'est des carreaux glissants. Il faut prendre des carreaux avec beaucoup d'adhérence. Des carreaux de terrasse, des carreaux en granit, toutes ces choses-là. Mais là, ça, c'est des carreaux qui glissent. Ça. C'est pas bon. C'est des carreaux muraux des salles de bain. Métallique, tout ce qui est anti-vol. Et on a pu commencer à réaliser le carrelage intérieur, bien sûr. C'est quand même dingue que les carreaux, ce soit le seul revêtement que tu vas avoir par excellence en Afrique. C'est comme si avec ça. Mais quand j'y pense, par exemple, moi, je n'en vois pas le carreau. Du carreau, tu vas pas en voir dans des maisons en France. Non.
On utilise d'autres trucs, on utilise du sol souple, on utilise du parquet, on utilise aussi des sols PVC. Tu as beaucoup plus de types de sols que tu peux utiliser que le carreau. Je précise ici qu'on avait déjà fini le crépissage intérieur, mais bon, je n'avais pas pris le temps. Et le carreau, quand je l'utilise, par exemple, si je dois utiliser le carreau, je n'aime pas utiliser le carreau de cette manière. Vous savez, en Inde, par exemple, ils utilisent le carreau, mais d'une façon juste excellente. C'est ils prennent des grosses plaques de carreau qu'ils mettent sur le sol. C'est vraiment des grosses plaques qu'ils mettent sur le sol, des grosses plaques sur le sol, ainsi de suite. Et là, ça donne un sentiment d'uniformité. C'est comme si c'était juste un seul et unique ensemble qui était sur le sol. Mais c'est pas juste des petits carreaux, des carreaux de 30 par 30 là. Quand je filmais à ce moment, c'était très sale. Le chantier n'était pas du tout beau. Donc on a fait le crépissage, la plomberie, l'électricité, et puis on a commencé le carrelage, et puis voilà. J'aime beaucoup le carrelage noir, parce pour moi, il a du chien, et met en valeur certaines lumières. Donc, après le carrelage, on s'est lancé dans les vitreries, dans tout ce qui est baie. Voilà. Bon, si je comprends bien, ça c'est l'extérieur. Ok, baie vitrée avec... ok, ils ont mis des grilles devant. J'imagine que c'est pour la sécurité quand même, je pense. Donc, écoutez, sur cette question de sécurité, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles. Moi, je vous dirais que je ne suis pas fan des grilles devant des baies vitrées parce que, voilà, donc il y a plusieurs écoles. On a travaillé assez rapidement. On avait de l'antélio bleu, comme vous pouvez le constater en façade. C'est assez beau, mais ça ne se voit pas à l'intérieur. Voilà. Donc, de l'extérieur, on ne voit pas... Ouais, non, c'est pas esthétique ça. Non. Au-delà même de la grille ça va. Enfin, ça change un peu, mais c'est pas de ça dont je parle de l'esthétique. Je parle surtout des baies vitrées bleues comme ça. L'intérieur de la maison, ça c'est la porte centrale. C'est très bizarre quand même. De l'entrée, on a les ouvriers qui ont monté tous les cadres au niveau. Et sur cette façade-là, je vais revenir un peu ici, excusez-moi, 2 secondes, sur cette façade-là, celle-ci, où on voit toutes ces petites fenêtres-là. Ce qui aurait été bien, c'est de faire au moins 2 grandes ouvertures, genre 2 grandes ouvertures comme ça, coulissantes. Comme ça, on a tout un grand ensemble. Plutôt que d'avoir des petites fenêtres, on a l'impression que là, c'est des salles de classe, dans la configuration des salles de classe, alors qu'on est vraiment dans une villa. Quand tu rentres dans la théorie de la villa, même si on est à 20 millions, on aurait pris, par exemple, là, vous avez 1, 2, on n'en fait qu'un seul ensemble comme ça. 1, 2. Après, c'est vrai que ça fait grimper le prix parce que la vitrerie, c'est ce qui coûte un peu plus cher. La menuiserie, ce qui coûte un peu plus cher dans la construction d'une maison. On avait de l'antélio bleu, comme vous pouvez le constater en façade. C'est assez le cadre au niveau des portes, des fenêtres. Et ça, c'est la porte de derrière. Donc... Alors, il y a un autre module qui est vraiment dérangeant, c'est ça. Ça, là. Quand tu rentres, regardez la configuration. Quand tu arrives, tu montes l'escalier, tu vois la porte. Ça se fait pas. Tu ne peux pas ouvrir la porte juste devant la dernière marche de l'escalier. C'est-à-dire qu'il faut toujours un repos. C'est-à-dire ici, cette porte-là, elle n'a pas lieu d'être. La porte-là devait être ici, là, pour pouvoir, une fois que tu arrives sur l'escalier, ça te fait un frein de sécurité. Imaginons que, voilà, la porte est fermée, quelqu'un monte et que toi, tu ouvres la porte comme ça. Tout de suite un danger. Dans les normes, ça se fait pas. La porte palière, donc la porte de l'escalier doit toujours être un peu reculée par peut-être de 90 cm, 1 mètre, à ce niveau-là, là, ici, où je mets ma souris, là. Donc ma souris, elle est là, je sais pas si vous la voyez, voilà, là. Donc à ce niveau-là, il y aurait la porte, et après on rentre quelque part. Et en plus de ça, vitrer tout ça, et après mettre encore ces grilles-là, ça fait un petit module que le cheminement de la porte, c'est pas très intéressant. Autant ne pas vitrer ici et fermer cet endroit, rendre cet endroit opaque, pour que ça fasse juste une casquette, plutôt que faire on a l'impression que c'est une cage d'ascenseur, là. Les antivols là, moi je les ai choisis horizontales juste pour une question d'esthétique, mais aussi une question d'économie parce que c'est beaucoup plus simple à réaliser et c'est en même temps aussi beau. Là, ce sont des prégaines qu'on a mis pour alimenter. Voilà l'endroit qui fait sens pour le carreau noir, c'est ici. Là, pour le coup, c'est une salle de bain. Je trouve que c'est très élégant, c'est très esthétique ici, par rapport à où on l'a mis à l'extérieur, sur les escaliers. Et la toilette parentale. Et ici, il s'agit du WC visiteur. Je précise que chaque chambre ici a sa douche interne. À la fin, on a appelé les... Vous voyez le truc dont je dis, c'est ça là. On a l'impression que c'est un escalier ou bien un bloc d'ascenseur. Par exemple, ce vitrage là, ça ne sert pas. Ce vitrage là non plus ne sert pas. Ce qui sert le plus, c'est celui-là et celui-là. Ça sert pas parce que ça va pas alimenter une grande lumière. T'as que besoin que de ça. En fait, ce que je déplore, c'est le fait d'avoir fait des vitrages comme ça et après d'avoir remis des grilles dessus. Là encore, ça va, mais finalement, ce vitrage bleu là, t'as presque l'impression que c'est pas un vitrage, t'as juste l'impression que c'est un truc plastique. Et ça dénature un peu la chose parce que là, tu ne ressens pas la sensation de vitrage. Et ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est que ces fenêtres là, au lieu de les séparer comme ça, où on a l'impression que c'est des salles de classe, alors qu'on est dans une grande pièce, ça aurait mérité une seule fenêtre qui s'ouvre. Et une seule fenêtre qui s'ouvre. J'essaie juste d'apporter quelques spécificités pour toujours ne pas dépasser le budget initial de 20 millions. L'électricien qui est venu finaliser, voilà, les prises. Sinon, le boulot, il est bien. Ça, c'est l'électricien qui filmait en pleine nuit. Il est venu travailler en speed pour mettre la maison sous tension, tout ce qui est disjoncteur, tout ce qui est lampe. Parce que là, le maître d'ouvrage avait la pression, il fallait qu'il entre chez lui.
étant donné qu'on avait déjà l'eau, on avait déjà la clôture, la maison était carrelée, donc on pouvait tranquillement aménager. La maison était sécurisée. Il y avait l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à l'air. On n'avait pas encore fini de placer toutes les vitreries à l'étage, mais la maison était déjà vivable. Voilà. Ok, d'accord. Les amis, il ne faut pas vous attendre à grand-chose avec 20 millions. Hein. C'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir. On est encore là. Elle a eu à utiliser des techniques en utilisant du plancher bois et toutes les... Je ne sais pas si c'était approuvé par les ingénieurs, ça. Mais encore, oui, elle a eu à utiliser ce genre de techniques pour économiser un peu l'addition. Sinon, 20 millions. Il ne faut pas beaucoup faire des rêves sur... Parce que là, j'ai l'impression aussi, la pauvre, je pense qu'elle a dû travailler aussi. C'est une maison quand même grande. Je pense que le maître d'ouvrage a voulu quand même une maison très grande aussi. Quand tu as 20 millions, tu fais un petit test avec une maison en pisé, par exemple. Si tu veux rester vraiment dans la logique écologique, puis en pisé, peut-être une maison, une chambre, et c'est tout. Et tu construis une belle maison avec un beau jardin. Parce que là, il n'y a même pas de jardin. Je le vois pas. Ici, là, je vois pas d'espace vert qui a été... Après, c'est 20 millions. Donc on a aménagé comme ça. Et voilà à quoi ressemble l'arrière du chantier avec le château là-bas. Ça, c'est la façade principale. Ouais. Voilà à peu près le chantier lorsqu'il était fini. Il manquait plus que la peinture. Le 11e point, l'arrosage, enfin. Voilà, on a fait le salaka dans le cadre. Ok, ici, peut-être il pourra avoir un jardin plus tard. Ouais. Il y a avec de l'espace. Les amis et tout. Il y a de l'espace. C'était ça, le projet. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais avant de se séparer, j'avais à cœur de vous donner certains détails pour ceux que ça intéresse, tout particulièrement par rapport au coût de revient du projet. Comme annoncé au départ, on a fait exactement 9 mois sur le terrain. Nous avons réalisé, vous avez pu le constater, une dalle en matériaux composites, béton et bois, avec une durabilité sans souci. Le maître d'ouvrage avait un budget de très exactement 20 millions. C'est vrai qu'on a légèrement débordé le budget. Je pense qu'on était autour de 21,5 par là, pour avoir une si magnifique demeure. Une demeure qui est... Magnifique, non, c'est pas magnifique. C'est pas magnifique, c'est pas non plus fou. Mais non, ça n'a rien de magnifique. Hein. C'est une demeure, quoi. Une maison pour vivre. Non. Certes, pas vraiment finie, mais qui était déjà habitable et pour laquelle nous avons... Après, on l'a pas non plus totalement vu fini. Hein. Il n'y a pas eu les accessoires comme peinture extérieure et tout le reste. Bon, oui, mais ça ne change pas non plus l'architecture. L'architecture, ça, c'est vraiment quelque chose qui est révélatrice. Hein. L'architecture, ça révèle. Quand tu as des fenêtres, tu as des fenêtres. C'est pas la peinture qui va changer les fenêtres. C'est comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est que cette maison, elle a coûté 20 millions, principalement en économisant au maximum, sur les coûts, notamment des matériaux et tout le reste. Bon, au Cameroun, je pense qu'ils ont la technologie pour utiliser les matériaux tels que les briques de terre, etc. Je pense que ça aurait beaucoup plus compensé si elle avait utilisé des matériaux comme des briques de terre. Là, ça aurait fait sens de parler d'écologie, parce que là, l'écologie, c'est plus un titre putaclic. Il n'y a rien d'écolo sur ce projet. Tout était fait de façon construction traditionnelle. Donc, l'écologie, ça me saoule un peu quand on utilise le mot écologie tout le temps, en long et en large, alors que c'est pas vraiment la chose même. Mais le truc à saluer, surtout sur le projet, c'est le fait de réfléchir à des techniques innovantes et aussi de travailler avec des budgets de ce genre, parce que moi je pourrais pas par exemple travailler sur ce genre de budget, vous le savez, 30 000 euros, c'est pas vraiment grand chose, ça représente pas beaucoup dans le domaine de la construction, ça représente à peine des ajouts en complément sur les projets de construction, surtout ceux que je prends moi, hein, généralement. Je veux pas dire que je prends non plus des projets juste très très hauts, non, je prends pour beaucoup de budgets, mais pas dans les budgets de 20 000, parce que 20 000 ça c'est 20 millions, 1 million en francs CFA, donc pas dans les budgets de 30 000, parce que ça c'est vraiment chacun son marché, son positionnement, c'est ce que je veux dire. Chacun son marché, son positionnement, et il faut pas juste prendre les choses parce que tu veux les prendre, parce que voilà, tu veux faire plaisir. Il faut vraiment prendre les choses parce que tu es capable de réaliser certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles, pour moi, les concessions, ça ne passe pas. L'esthétique, concession, ça ne passe pas. L'esthétique architecturale, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, et ces choses-là, ça fait forcément augmenter le budget. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis fervent d'un jardin. Il faut vraiment qu'on le ressente, le jardin. Il faut vraiment qu'on ressente les grandes ouvertures dans la maison, dans la villa. Surtout quand on parle de villa, on doit vraiment ressentir des grandes baies vitrées qui s'ouvrent, ça fait rentrer de l'air, on doit vraiment les ressentir. Il y a déjà la vitrerie, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup d'argent, et donc tu as certains éléments, certains ajouts qui finalement viennent rajouter un peu de budget, parce que surtout si tu fais du R+1, tu fais un petit porte-à-faux et tout le reste. Donc oui, on est très loin des sentiers de 20 millions.
Mais c'est appréciable de savoir qu'il y a des gens qui font quand même des projets, qui essaient de se débrouiller à faire des projets avec ce genre de montant. Donc ça donne de l'espoir à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent sur la construction. Après, je sais pas si c'est 20 millions tout pile, comme elle a dit, 21 millions et quelques. Bon, je sais pas s'il y a des frais d'architecte dedans et tout le reste. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est appréciable de voir qu'il y a des gens qui font ce genre de projet-là. Donc félicitations à Germaine pour ce genre de projet. Pour ceux qui veulent me contacter pour un projet de construction, si vous voulez construire une villa magnifique, si vous voulez construire une maison simplement, vous voulez construire un immeuble, peu importe le pays, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, au Togo, au Mali, peu importe, en Côte d'Ivoire, bien entendu. Le premier lien en description, vous prenez rendez-vous avec moi. N'oubliez pas, quand vous prenez rendez-vous avec moi, vous devez accepter le rendez-vous et ensuite vous avez un lien pour vous connecter à la conférence Google Meet. C'est une conférence avec moi où on discute en visioconférence. Donc c'est un lien Google Meet. C'est pas moi qui vous appelle, mais vous rejoignez juste la conférence au jour et à l'heure prévue sur l'enregistrement. Une fois que vous enregistrez, tout est mis, l'horaire et la date. La date, de toute façon, c'est vous qui la choisissez. Donc, ne confondez pas et respectez bien ces mesures. Comme ça, quand on est en rendez-vous, on est tous à l'heure et on passe un très bon rendez-vous et on discute de votre projet pour que je vous accompagne. Beaucoup de personnes aussi se plaignent du fait que je dise je vous accompagnerai, je verrai si je vous accompagne ou non. En fait, quand je dis je vous accompagne ou non, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui viennent, ils n'ont pas totalement les moyens, ils veulent construire tel tout, ou bien ils ont trop des objectifs en grand, mais pas totalement le budget. Donc, on essaie de recadrer les choses pour voir si je peux suivre ou pas du tout. C'est juste, non, cette mesure-là. C'est pas pour dire que moi, je travaille juste avec des projets chers et tout. Non, on n'est pas dans cette démarche. Ne vous illusionnez pas. C'est pas non plus des coûts qui sont très très chers. Déjà, moi, je parle du principe que si vous pouvez construire, vous voulez construire, c'est que vous pouvez me contacter. Vraiment, mais vraiment. Si vous voulez construire, vous avez le désir de construire, c'est que vous pouvez me contacter. La construction, je suis pas réservé à des élites et tout le reste. Non, tout le monde peut me contacter, mais si vous voulez construire, vous pouvez me contacter. Et ensuite, on discute de toutes ces choses. C'était Sagesse Boutou. N'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo, les amis. Ça fait énormément plaisir. On sera très bientôt actifs sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.